Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous rejoignons Corté en train sur la section la plus emblématique du chemin de fer corse. Les cascades du Manganello nous offrent un paysage granitique grandiose. Le golfe de Porto Vecchio nous abrite pour 2 jours paisibles sans nous lasser. Pour finir, nous remontons la côte est vers Bastia et rembarquons pour Livourne. Nous sommes à Tatone pour 2 raisons. Il y a un camping juste sous la petite gare et il fait plus frais que sur la côte. Tatone est un arrêt facultatif, il faut faire signe au conducteur que l'on veut monter. Les rames de train ont l'air modernes, mais il s'agit de modèles remis à neuf et cela date déjà de quelques années. Les secousses sont assez bien absorbées et le titre de train à grande vibration, le TGV Corse, n'est plus approprié. Nous arrivons à localiser tant bien que mal le viaduc sur le Vecchio. Aussi appelé pont Eiffel, le pont a été construit par la société de construction Levallois-Perret qui est créée en 1893 après la retraite d'Eiffel. Il est bien impressionnant avec sa longueur de 140 mètres et avec ses 94 mètres au-dessus du torrent. Le problème principal du chemin de fer corse est l'état désastreux du ballast et des rails. Ces derniers sont extrêmement courts et non soudés entre eux. On ne ressent pas le clac-clac historique car les jonctions des rails sont décalées entre le rail gauche et le rail droit. La gare de Corte est sous la vieille ville. Il faut passer le Tavignano sur la passerelle avant de monter par des escaliers vers le centre. Corte, la ville rebelle, a aussi son affreux petit train touristique. Toujours pareil, toujours au style déplacé, toujours bruyant et polluant. Ne peut-on pas leur donner une apparence locale et surtout les mouvoir de manière purement électrique? On pense que la statue de Pascal Paoli est soulagée quand le petit train est parti. La ville rappelle gravement le sud italien, beaucoup de maisons menacent ruine. L'église de l'Annonciation est extérieurement dans le même état que les maisons autour et l'intérieur, bien que baroque, est très sombre et peu accueillant. Cette impression lugubre ne s'arrange pas avec les statues couchées de gisants du Christ et de Saint Théophile de Corte dans des sortes de terrariums. Ce dernier est le seul saint corse et le patron de la ville de Corte. On passe de la ville avec ses ruelles sombres au belvédère de Corte. Il offre un bon panorama sur la citadelle, la vieille ville en contrebas, les montagnes à l'ouest et un terrain un peu moins accidenté à l'est. Le nationalisme corse est omniprésent. Nous passons par hasard sur la place de la fontaine des 4 canons. Malheureusement, le restaurant est fermé, on se serait bien attablé. D'autres cafés sont pris d'assaut par les étudiants et les écoliers. Nous trouvons finalement une table de libre au Café de France sur la place du Duc de Padoue. Il est cousin germain du dictateur Napoléon qui place sa famille à tous les postes à pourvoir. Ne voulant pas visiter des musées par ce beau temps, nous finissons la visite de la petite ville en 2 heures. Le train retour tarde et nous passons le temps à l'ombre au bord du Tavignano avec quelques étudiants qui cherchent aussi un peu de quiétude ici. Nous reprenons le train vers Tatone. Les vitres ne sont pas plus propres qu'à l'aller. L'aventure du train corse était bien amusante.
Le camping, le soleil de tâtonne et n'a pas beaucoup de soleil le soir. Nous ne savons pas ce qui nous attend, nous ne connaissons pas la durée, la distance et le dénivelé d'approche, on ne connaît que le nom, Manganello. Au retour, le tracé GPS nous indique que nous avons marché près de 18 km. Avec les pauses, nous sommes en route durant près de 7 heures. Le dénivelé absolu est de 470 mètres seulement, mais dans le lit de granit du Manganello, on en fait bien plus. L'accès se trouve au sud de Corte et on prend la D23 col de Campo di Lupo en direction de Canaglia. Un premier site remarquable est la cascade de Melli qui descend en jet d'eau verticale à gauche du chemin. Il y a moyen de monter en haut et de jeter un coup d'œil, mais c'est une entreprise assez sportive. Dès que nous le pouvons, nous retournons près du Manganello. La rivière forme ici des glissières plus que des cascades. Il est possible de repasser sur la rive droite et nous montons le long d'un fil d'eau sur la roche nue vers un petit lac. Nous y faisons une première pause. Nous revenons ensuite vers le cours d'eau principal. Ce n'est qu'à partir d'ici que suivent les cascades les plus intéressantes. Il est possible de traverser le ruisseau à beaucoup d'endroits quand on sait reconnaître les parties couvertes d'algues. Le ruisseau passe de vasque en vasque, se sépare et se réunit dans les parties plus encaissées. Le cours d'eau change aussi parfois de trajet car on trouve des vasques vides. Un peu plus haut, le soleil donne une allure encore plus belle à l'environnement.
Nous sommes cependant déjà sur le retour par le même chemin. À notre départ, à 8h30, il n'y a qu'une autre voiture au parking. Nous sommes donc surpris en arrivant d'une trentaine d'autres randonneurs sur le site avant nous. Ils sont en partie accompagnés de petits-enfants, donc pas venus sur le GR20. Nous ne savons pas par où ils ont pu accéder plus vite que nous. Pour le retour, nous restons sur le chemin balisé. Il nous mène par une forêt sombre jusqu'à la bergerie de Tolla. Sur la route, nous nous arrêtons au point de vue de Paschiolla. Le Manganello est très proche du camping de Tatone. Nous le quittons pourtant parce qu'il fait simplement trop frais le soir et la nuit. Nous visons Corte pour le soir, la ville se trouve sensiblement plus basse. Le lendemain, nous visons la région de Porto Vecchio. Partir de Corte dans cette direction n'est pas facile, il y a des cols et des gorges resserrées sur le chemin. On monte d'abord des longs lacets vers le col de Sorba. La descente vers Ghisoni est plus longue mais non moins alpine. D'ici, nous nous engageons dans la vallée de l'Orbu qui passe plus bas dans le défilé de l'Inzecca. Le défilé commence en aval de la retenue de San Polo. En fin d'été, il ne s'écoule presque pas d'eau du barrage, cela rend les gorges un peu tristes. Les gros blocs granitiques sont cependant impressionnants. À partir de Saint-Antoine, on rejoint le plat pays de l'Est de la Corse. Les routes sont rectilignes sur plusieurs dizaines de kilomètres. On passe des champs et des hameaux sans visage au bord de la route. La côte est un peu plus variée à partir de Zolenzara, mais cela reste une voie rapide et nous ne nous arrêtons pas. Il ne nous reste que quelques jours avant le départ et nous voulons passer un temps agréable sans randonner grandement. Nous devons aussi laver du linge, il nous faut donc un grand camping et cela prend aussi du temps. Nous rayons donc définitivement Bonifacio de nos plans et restons dans la baie de Porto Vecchio du 9 au 11 septembre 2021. On est ici sans plan précis, mais on est surpris du charme du golfe plat et sablonneux dans la partie nord du golfe de Porto Vecchio. Cela nous rappelle un peu la Camargue. La rivière Osu forme un grand delta au nord du golfe de Porto Vecchio. Les coraux dans la baie de Stagnolo forment des lagunes et des bras de sable permettant de petites randonnées. Certains bras du delta peuvent être franchis à pied, ainsi on peut étendre la marche assez loin. Nous passons une bonne heure à explorer ce bout de sable. Des choses y ont échoué comme des bouées et des tonneaux de la bière Pietra. Nous restons donc sur notre île et nous marquons une pause avec des petits gâteaux. Le tonneau de bière est malheureusement percé et donc vide.
Nous sommes maintenant au sud du golfe de Porto Vecchio. Les phares corses sont difficiles à rejoindre. On échoue avec celui de Chiappa. Au moins on a une bonne vue sur le phare de la Punta San Cipriano. Nous sommes sur la route le long de la côte orientale de Corse vers le nord le 11 septembre 2021. Cette région est marquée de longues lagunes et de longues plages. Nous sortons de la route principale à Cateraccio, puis avançons vers l'estuaire de la Renna. Au bout de la piste se trouve une tour pisane et on a la vue sur l'estuaire. Alex prend un bain dans les flots. Le plus grand défaut de cet endroit est le manque total d'ombre. Nous cassons tant bien que mal la croûte sur la plage et nous reprenons assez vite la route. Nous approchons Bastia. On fait un crochet vers une église ancienne remarquable qui se trouve de nos jours malheureusement trop près de l'aéroport de Bastia. L'église d'architecture romane date du XIIe siècle, mais un diocèse existe ici depuis le Ve siècle. L'église rappelle fortement les édifices religieux italiens car à l'époque la Corse était rattachée à Pise. L'intérieur est nu mais sobre. On trouve à l'extérieur un complexe paléochrétien de la fin du IVe siècle. Le 13 septembre 2021, c'est le retour sur le continent pour nous. On ne rentre bien sûr pas avec le Cycloud 2, mais ce n'est pas grave. Bastia se montre sous son plus bel angle quand on voit la ville de la mer. La Corse nous reverra, mais ce n'est pas un coup de foudre comme chez certains. Le grand phare de Livourne est impressionnant, surtout si on sait qu'il ressemble à sa version originale pisane de 1303. La vue du col Passo di Tante porte théoriquement sur Pise et la mer, mais nous arrivons trop tard sur cet emplacement pour la nuit. Alex rentre à la maison, mais André reste encore pour ses recherches de randonnée en Toscane. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.